Très bien. Donc, je vais vous faire une présentation qui m'a paru intéressante parce qu'elle permet de remettre en perspective les idées qu'on a sur l'évolution, qui sont bien sûr qui sont fausses. Hein. Les humains n'évoluent pas depuis 100 000 ans, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils rejoignent leur potentiel. Et j'ai pris 3 exemples de choses qui sont cohérentes entre elles, c'est-à-dire qui montrent qu'en réalité, après une période de réalisation du potentiel des individus, on est arrivé à une phase stationnaire, voire de régression, sur la taille, le QI et l'espérance de vie. Ça, si vous regardez l'espérance de vie, une des raisons pour lesquelles on a tellement cru dans l'évolutionnisme, c'est que le 19e siècle a été marqué par une augmentation considérable de notre espérance de vie, mais pas, n'oubliez pas de notre potentiel de vie. C'est-à-dire que l'espérance de vie de l'humanité, de l'ensemble de l'humanité, jusqu'au 19e siècle, c'était à la naissance de 35 ans, partout. Et puis ça a commencé d'abord en Europe, et puis ensuite dans le reste des pays du monde. Et donc l'Afrique continue ici à progresser, mais on va voir que les autres ne progressent plus. Et donc vous voyez ici l'espérance de vie, vous voyez en 1800, où elle était partout pareille, d'accord, et puis elle a changé en 1950. Là vous voyez en 2015, petit à petit, tout ça est en train de s'homogénéiser. Petit à petit, on va voir comment. Et donc voilà l'évolution du monde. Ce qui est très intéressant, si vous faites un point maintenant stationnaire, ici et maintenant, eh bien, dans le monde entier, l'espérance de vie est de 73 ans. 73,2 ans. Tout le monde compris, d'accord? Les plus forts, et vous allez les voir revenir quelquefois, c'est les Chinois qui ont commencé leur développement, en particulier Hong Kong. C'est le premier de tous. Bon. Vous voyez que l'Italie est avant nous, et puis en plus la France, et vous voyez que ce n'est pas lié ni au fait de vivre dans les tropiques, ni au fait d'être plus ou moins foncé, puisque la Martinique fait comme nous, et vous voyez que Mayotte est parmi les premiers, donc c'est le premier pays africain en termes d'espérance de vie, puisque c'est les conditions économiques. Ce n'est pas des données génétiques ni ethniques qui changent l'espérance de vie, c'est les données environnementales. D'une manière intéressante, vous voyez que Porto Rico, pour ceux... Moi j'étais jeune, on regardait West Side Story, on voyait Porto Rico, c'était les pauvres, etc. Et puis les Américains, c'était les riches. Vous voyez qu'à Porto Rico, en moyenne, on vit 1 an et demi de plus qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, les hommes vivent 76,61. Au Kerala, les hommes vivent 78 ans. D'accord? Donc, les idées simples qu'on avait sur l'espérance de vie sont fausses. Et vous voyez même le Bangladesh, dont vous pourriez dire que c'est une situation absolument terrible, l'espérance de vie au Bangladesh maintenant est 73,5. Donc il faut que vous changiez votre paramètre dans la tête sur l'espérance de vie parce que ça a changé. Il reste des pays encore en progression dans l'Afrique subsaharienne qui à un moment ou un autre, probablement dans très longtemps, vont rejoindre les autres. Donc les femmes, bien entendu, vivent un peu plus que les hommes. Ici vous avez une autre représentation de cette espérance de vie. Et vous voyez, c'est... Hong Kong, Macao, Singapour, qui ont la plus grande espérance de vie. C'est plus nous, c'était nous encore il y a 10 ans. Hein. D'accord, donc c'est intéressant. Et si vous regardez qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pays européens, qu'est-ce qui se passe dans ces dernières années, eh bien vous voyez que l'espérance de vie diminue. Elle n'augmente plus. Donc on a dépassé le plateau, et vous voyez qu'elle diminue en moyenne de 0,3 années, en 2014-2015, vous voyez que et la France fait partie de ceux qui ont diminué là-dedans, d'accord? Et bien entendu, encore plus, si vous regardez, la mortalité qui a changé, c'est celle des gens qui ont plus de 65 ans. D'accord? Donc après 65 ans, l'espérance de vie, actuellement, non seulement n'augmente pas, mais elle est probablement en train de diminuer un peu. Et une des raisons, ça c'est un graphique qui est très intéressant, c'est les gens qui ont regardé. Est-ce qu'on peut vivre, vous savez, vous regardez tous les jours, on dit si vous mangez ceci, mangez cela, mangez des légumes, vous aurez plus longtemps. En pratique, notre potentiel, c'est 100 ans. Et si vous regardez, en réalité, ce potentiel, on le dépasse très très peu. Et si c'était vrai qu'on évolue, on n'évolue pas, on est les mêmes qu'il y a 100 000 ans, simplement, notre potentiel de 100 ans, on arrive plus souvent à le rattraper. D'accord? Et donc, si c'était vrai qu'on évoluait ou qu'on changeait, tous les ans, vous auriez un nouveau record du monde de la longévité. Or, il y a un record qui est contesté de la longévité, qui est Mme Calment, et puis, depuis, personne n'atteint ça. Donc, il y a des gens qui arrivent entre 100 et 110 ans, qui est probablement l'optimal de la société humaine, avec quelques exceptions qui arriveront peut-être à 115. Donc, c'est fini.
On ne peut pas aller au-delà de ça. Donc quand vous avez ramené la population à 80 ans, vous l'aurez amené à 80% de la population mondiale à son optimum, qui n'est jamais que de 100 ans, et qui ne dépassera pas ça. Donc c'est un premier point. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant longtemps, enfin c'est une courbe qui est connue, qui est la courbe de Preston, pendant longtemps, c'est-à-dire jusqu'à 20 000 $ par tête, eh bien la longévité augmente. Après, c'est plus vrai. Vous pouvez gagner autant d'argent que vous voulez, après en réalité vous avez la même espérance de vie. Donc ça veut dire que, et c'est une des raisons qui explique pourquoi les pays moyens déjà nous ont rattrapés, et bientôt les pays qui étaient considérés comme pauvres nous rattrapent, c'est parce qu'en réalité, au-delà d'une certaine somme, vous ne gagnez plus en espérance de vie, et même si vous la mettez, vous transformez cette forme en dépenses de santé, à partir de 10 000 $ de dépenses de santé par tête par an, vous ne gagnez plus en espérance de vie. C'est pas vrai. D'accord ? Donc, ça veut dire que simplement, c'est notre potentiel qui est comme ça. Il y a une limite à notre potentiel. Alors, de quoi on meurt en 2017 ? Ce truc est très très intéressant. Alors, World Data, je ne suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, il donne des données brutes qui sont intéressantes. Et vous voyez, pour rester dans l'actualité, vous voyez, le nombre de morts dus aux infections respiratoires basses, c'est 2,6 millions. Alors, les 100 millions ou les 100 ou les 200 morts de coronavirus chinois, ils ne vont pas faire pencher la balance. Il y a plusieurs centaines de millions de pneumopathies par an dans le monde. Et s'il y a eu un diagnostic que vous ne faisiez pas, la chance qu'il vous apparaisse épidémique, moi je raconte ça toutes les semaines, c'est un biais d'observation, c'est-à-dire si vous ne le testez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'il existe. Donc je ne sais même pas s'il y a une épidémie ou pas, j'en sais rien. Personne ne peut le savoir parce que le syndrome n'est pas spécifique. Donc pour trouver au milieu des centaines de millions de gens qui font des pneumopathies, si avant ou pas, il faudra tester des cohortes rétrospectivement pour le savoir. Mais tout le reste, vous allez voir, donc ce qui a augmenté, bien sûr, avec l'âge, on meurt de quelque chose à la fin. Hein, donc c'est souvent, les plus vieux vont souvent mourir de pathologies cardiovasculaires et de cancer. Et puis, le reste, l'ensemble des maladies infectieuses a diminué d'une manière spectaculaire. Les pneumonies, par exemple, on est passé de 4,5 à 2,6 millions de morts entre 90 et 2015. Donc ça a diminué d'une manière très significative. Et si vous regardez, ça c'est le nombre d'années perdues, ce qui complexifie les choses, parce que, alors là, c'est de multiplier un modèle par un modèle par un modèle, donc ça finit par être compliqué, mais enfin, l'idée c'est que la mortalité, le nombre d'années perdues en général dans le monde diminue et n'arrête pas de diminuer, en particulier celles qui amputaient réellement la vie, qui sont la malnutrition, les maladies infectieuses, qui ont diminué brutalement avec la lutte contre le paludisme, la tuberculose, le sida, et puis la mortalité néonatale et les vaccins. Et puis, pour les pneumonies, en réalité, c'est les antibiotiques qui ont fait gagner 2 millions de morts, par an sur les pneumopathies. Hein. Voilà. De manière intéressante, vous voyez que les choses changent sur les cancers du foie. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est les cancers du foie de NASH, c'est-à-dire les épidémies actuelles. Les épidémies actuelles, ce sont essentiellement les opiacés qui ont commencé à faire vraiment tomber l'espérance de vie aux États-Unis, le sucre qui donne l'obésité, qui est l'épidémie actuelle et qui augmente toute une série de cancers, et le tabac. Donc c'est des épidémies qui sont des épidémies gérées par l'industrie humaine. D'accord ? Ce n'est pas des choses naturelles, c'est des choses qui ont été gérées par l'organisation humaine. Est-ce que nous, on avait un problème qui était particulièrement spécifique pour les hépatites? La réponse est non. On en avait un peu moins pour l'hépatite B parce qu'il y a une erreur de Kouchner il y a quelques années. Mais vous voyez, on se retrouve dans la moyenne des pays développés en termes de vaccination pour les vaccinations de l'enfance et pour les vaccinations de l'adulte. On voit qu'on a eu une erreur de gestion de la grippe H1N1 en France particulièrement spectaculaire qui a emmené une diminution du taux de vaccination. Le tabac, les vraies causes de mortalité réductible, c'est le tabac, avec la France est assez mal placée, elle est parmi les plus grandes tabagiques. L'alcool, la France est très très bien placée en termes de consommation d'alcool. Et puis les opiacés, vous voyez que ça c'est les Américains qui ont une surconsommation considérable qui ne nous a pas atteint encore. Et puis l'obésité et le sucre. Alors c'est très inquiétant parce que jusqu'à présent, chez les adultes, la France faisait partie des gens qui étaient les moins obèses, mais chez les enfants, c'est plus vrai du tout.
Et la France fait partie des pays qui sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc il y a un véritable enjeu là, avec les enfants et la consommation de sucre. Ça, c'est l'asthme et la pollution atmosphérique. En réalité, quand on regarde les statistiques, ça n'arrête pas de diminuer. Enfin, il ne faut pas le dire. L'espérance de vie, encore une fois, n'est plus directement liée, vous voyez, depuis cet épisode-là, avec le PIB, ni avec l'investissement dans les financements. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier là? Il y a une grande agitation dans les hôpitaux, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe en France dans nos soins par rapport aux uns aux autres, pour vous donner des arguments pour ou contre. C'est bien d'avoir un peu de connaissances plutôt que de l'énervement. Qu'est-ce qui se passe? C'est est-ce que on emploie beaucoup de gens en France dans le domaine du soin? La réponse est oui, on emploie beaucoup de gens dans le domaine du soin. Mais dans les gens qu'on emploie, d'une manière intéressante, ce n'est pas des médecins qu'on a. Donc le taux de médecins que l'on a en France par rapport à la population est franchement plus bas que celui des pays de l'OCDE. D'accord? C'est celui-là. Il n'y a aucun chiffre à moi, là, hein. Moi je fais commentaire. Le nombre et par ailleurs, ça ne s'arrange pas, parce que le nombre de docteurs qui ont plus de 55 ans, c'est très important en France. On n'a pas beaucoup de médecins et ils sont âgés. Et il y a de plus en plus de femmes, c'est ni bien ni mal, enfin en tout cas il y a la moitié de femmes maintenant, parce que je n'ai pas d'opinion dessus. Et on est parmi ceux qui ont le moins d'étudiants. Donc si ça marche à l'avenir, c'est fort. On n'a pas beaucoup de docteurs, ils sont vieux, et on n'a pas beaucoup d'étudiants. Donc à mon sens, ça c'est un vrai problème, il faut un peu réfléchir là. Les infirmières, c'est pareil, on est en dessous de la moyenne, d'accord? Et ça, c'est la formation des médecins en France. Écoutez, on est en dessous de la moyenne des médecins étrangers en France, on est en dessous de la moyenne. Comment on les paye? On les paye. Moi, je ne savais pas, je crois qu'on était bien payés. Par rapport au pays de l'OCDE, on est moins bien payés ici qu'ailleurs. D'accord? C'est ce que vous voyez. C'est le pays dans lequel il y a le plus de différence entre le privé et le public. D'accord? Le privé gagne 2 fois plus que le public. Oui, c'est pas si gueulé pour le bon, les gens, ce sont des choses, il y a mouliné, hein. C'est pas moi, c'est sur Internet, c'est OCDE, ça publié tous les ans. Ça, c'est le rapport de l'OCDE. La rémunération, je vous ai dit, des infirmières est parmi les plus basses de tous les pays de l'OCDE. D'accord? Donc vous comprenez que les gens râlent. Hein. Les scanners, c'est que je me dispute pour les scanners. Regardez les scanners, ça c'est le niveau d'équipement des scanners par rapport aux pays de l'OCDE. On est là. Ouais. Et pour la résonance magnétique nucléaire, d'accord, on est là un peu au-dessus de l'OCDE. Pardon, là c'est les deux. Pardon. En revanche, quand les gens disent qu'il faut ouvrir des lits, non, il ne faut pas ouvrir des lits, on a plus de lits que les autres. Donc c'est l'inverse de tout ce qu'on entend. C'est pas vrai. Alors, les gens ne s'intéressent pas aux données réelles. Et là, c'est en revanche, le taux d'occupation est parfaitement en norme, mais le temps de séjour, on le sait, est trop long. Donc on a assez de lits, mais les temps de séjour sont trop longs. Le problème, ce n'est pas une question de nombre de lits, c'est une question de gestion. On paye plus que les autres pour le soin, mais ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des soignants qu'on paye. D'accord? Et pourtant, on paye plus que les autres. On est le 2e ou le 3e pays qui a les plus grandes dépenses de santé, et on paye moins les médecins. On a moins de médecins, moins d'infirmières, et on les paye moins. Donc cherchez l'erreur. Et c'est pas. En revanche, pour cramer avec de l'industrie pharmaceutique, on en a, on dépense. Voilà. Donc c'est du coup l'espérance de vie qui était au départ de 35 ans jusqu'au 19e siècle, elle est passée à 73 ans. Potentiel est 100 ans. Les limites jusqu'au 19e siècle, c'est les maladies infectieuses, la mortalité néonatale, la grossesse, la malnutrition, la guerre et la maladie génétique. Alors on peut augmenter un peu artificiellement avec l'avortement thérapeutique l'espérance de vie. Hein. Si on peut avorter tous ceux qui ont une espérance de vie limitée, l'espérance de vie de ceux qui naîtront sera plus importante. Mais c'est un biais. Les épidémies modernes, c'est le sucre, le tabac et les opiacés, et c'est ça qui est en train qu'elle soit pharmaceutique ou illégale. Donc, ce qui s'est passé, eh bien, il y a une diminution des infections. En revanche, il y a une augmentation de Clostridium difficile. C'est la seule maladie émergente lisible au niveau mondial. Une baisse de la malnutrition, une baisse des maladies maternelles. Enfin,
hétérozygale, c'est pas moi, et une augmentation du diabète et des atteintes hépatiques non alcooliques et des opioïdes. Donc pour les soins, la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de lits, il y a des DMS longues, on manque de médecins, d'infirmiers, d'étudiants en médecine, le salaire des médecins et des infirmiers sont bas, il y a beaucoup de dépenses pharmaceutiques et il y a un coût de santé qui est très élevé, qui est le deuxième auprès des États-Unis. Ça, c'est des données réelles. Après, vous pouvez les alimenter pour en faire ce que vous voulez, mais c'est des données réelles. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la taille. Parce que moi, j'ai vu, à vue d'œil, dans ma génération, la différence de taille entre les gens qui avaient de ma génération et les gens qui ont 30 ans de moins. Et ils ont grandi d'une manière significative. Alors ça m'intéressait de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce phénotype? Pourquoi ils grandissent? Ils grandissaient plutôt parce qu'ils étaient bien alimentés, mais alors, dans la taille, il y a des phénomènes génétiques, bien sûr. Hein, il y a les pygmées, c'est les pygmées. Hein, vous pouvez leur donner à bouffer tant que vous voulez, ils en ont bon, mais ils ne vont pas grandir. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait de la génétique dans la taille. Mais le potentiel, donc l'augmentation de la taille générale, pays par pays, a culminé aussi pendant le XXe siècle. Elle n'augmente plus, d'accord? Sauf dans les pays dans lesquels il y a des dénutritions sévères qui sont de plus en plus rares. Elle n'augmente plus. Donc bien entendu, on se doutait bien que les humains n'allaient pas faire tous 2,50 m, c'est idiot. Oui. Mais tout ça, c'était une vision évolutive qu'il faut s'enlever de la tête du fait qu'on évolue. On n'évolue pas, on atteint notre potentiel. D'accord? Ce qui est une chose très différente. Et donc ça, croyez-moi, mais vous avez les éléments qui sont là. Vous voyez que tout ça donne une courbe qui est exactement en parallèle à celle de l'espérance de vie, c'est-à-dire ça a augmenté. Et d'ailleurs, il y a une corrélation absolue entre la taille et l'espérance de vie, entre l'augmentation de la taille et l'espérance de vie. C'est des phénomènes qui sont parallèles, qui sont liés au fait qu'on a traité les maladies infectieuses, alimenté les gens correctement, et donc c'est parallèle. Mais il n'y en a pas avec le poids, avec la BMI. Le BMI, l'augmentation du BMI n'augmente pas l'espérance de vie, je suis désolé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est l'intelligence. Alors, l'intelligence, on ne sait pas la mesurer, hein, mais on a une mesure qui est le QI, qui a été fait essentiellement par des hommes caucasiens, comme disent les Américains, au début du XXe siècle. Donc, il y a une mesure de QI qu'on utilise. On les a un peu bidouillés pour faire que les femmes n'aient pas des QI. Je pense qu'il y a des questions où les hommes avaient plus que les femmes, donc on a enlevé celle-là pour pouvoir avoir quelque chose qui soit à 100. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas ce qu'on mesure. Hein. Mais du coup, ça donne un effet cinétique. Et donc, cet effet cinétique qui a été appelé le Flynn Effect, c'était le QI, ça mesure des capacités mathématiques, des capacités d'association et du vocabulaire. Globalement, c'est ça. Et donc, pendant tout le XXe siècle, ça a augmenté d'une manière spectaculaire. On appelait ça le Flynn Effect, parce que, bien entendu, l'éducation change ça. L'éducation, en particulier avec le modèle dominant, qui était le modèle européen et américain, a fait que les gens étaient de plus en plus compétents pour répondre au QI. Puis peut-être il y en a qui trichent aussi, qui apprennent mes réponses pour répondre au QI. Toujours est-il que, en réalité, pour les gens, pour beaucoup d'entre vous, pour les gens qui sont nés après 70, le QI diminue. En moyenne. Ça ne veut pas dire que le vôtre diminue. Le vôtre, je ne sais pas, je ne veux pas avoir d'opinion. Et c'est très intéressant parce que les gens qui sont... Alors ça suscite des choses, des combats considérables. Parce que les explications sont multiples, tout le monde a son opinion. Moi j'ai une opinion sur les écrans. Il y a des gens qui... En réalité, c'est qu'on culmine. On ne va pas non plus être de plus en plus... Il n'y a pas de raison qu'on soit de plus en plus intelligent. On peut être de plus en plus cultivé si on va à l'école, mais plutôt que de ne pas y aller, mais plus intelligent, c'est difficile. Et donc il y a l'étude majeure qui a été faite en Norvège sur les appelés, et ils ont mesuré les QI tous les ans, et ils ont commencé à voir que ça diminuait de manière significative, et ensuite ils ont comparé pour voir si c'était des facteurs purement environnementaux externes, et donc ils ont regardé à l'intérieur des mêmes familles, et à l'intérieur des mêmes familles, c'est vrai. C'est-à-dire le frère plus âgé est plus intelligent que celui qui est plus jeune. Ce qu'on ne voyait pas. Avant, c'était le frère plus jeune qui était plus intelligent. Avec le QI, encore une fois, il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a jamais eu d'effet de Flynn parce qu'ils mesurent l'intelligence par le temps de réactivité. Alors, la vitesse aussi, c'est un des éléments des QI, c'est-à-dire en combien de temps vous arrivez à faire les questions. Et donc la vitesse de réactivité, on a des données chiffrées depuis la fin du 18e. Et donc en réalité, la vitesse de réactivité a diminué depuis tout le 20e siècle. Donc mais simplement, est-ce que ça, comment on mesure l'intelligence? En réalité,
L'intelligence, c'est l'adaptation à la situation à laquelle on vit. Hein. Donc en pratique, ça veut dire que ce qu'on vit. Et donc, si vous regardez ça, c'est les distributions de QI. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a dans l'ensemble une réversion de ce qu'on appelait effet de Flynn, c'est-à-dire que la moyenne, avec les mêmes outils utilisés, a des résultats qui sont moins performants. Et donc là, il y a une revue systématique de la littérature. Donc ça, c'est pour mon ami Mathieu, qui fait toujours les méta-analyses. Et donc, vous voyez qu'en France, on considère qu'on a perdu 3,8 points par décade de QI. D'accord. Donc, et là aussi, c'est pareil, hein, c'est comme pour l'espérance de vie. Les gagnants sont Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, Japon, Chine, Taïwan. C'est eux qui ont les QI les plus importants. Et c'est eux, si vous mesurez ça en termes de performance, c'est-à-dire avec PISA, qui mesure tous les étudiants du monde dans leurs performances mathématiques, littéraires, eh bien, vous avez les mêmes. Les premiers, c'est Chine, Singapour, Macao, Hong Kong. La France est 23e. D'accord. Et là, elle est 22e en termes de QI. Comme les États-Unis, là, les États-Unis sont un peu devant. Donc, il se passe un mouvement dans le monde, un changement. D'une part, le potentiel, on arrive, dans un certain nombre de cas, à l'utilisation maximale de notre potentiel. Donc on voit le potentiel des humains, c'est ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on vive 150 ans, qu'on mesure 2,50 m et qu'on soit tous aussi intelligents que Goethe, c'est comme ça. Et donc il y a une association, il y en a un qui dit, voilà, écoutez, il y a une association entre le poids, l'intelligence, de l'âge, la taille et l'intelligence de 11 à 78 ans. Il y a une corrélation. Donc le potentiel en taille, intelligence et longévité ne change pas sur le long terme, sur 50 000 ans. Le potentiel, il est atteint d'abord par les plus riches, puis ensuite les autres le rejoignent. Les progrès du 19e siècle ont créé une illusion, et c'est ça qui a donné les lois de l'évolution. C'est le 19e siècle, parce que les choses changeaient. Le progrès, on a été dans une ère de progrès extraordinaire qui nous a fait penser que c'était l'homme qui progressait, mais c'est la technologie qui progressait. D'accord. Les hommes, c'est les mêmes. Ils atteignent leur potentiel alors qu'ils ne l'atteignaient pas. L'apparition de la richesse et de la connaissance ont entraîné une augmentation de taille, de QI, de longévité, qui n'est plus modifiée actuellement par la richesse et par la connaissance. Et donc, ça veut dire qu'énormément de progrès médicaux ont été, c'était les vaccins, les antibiotiques et la nutrition, ils ont été transférés dans les pays les plus pauvres, et donc les différences diminuent. Ça veut dire que beaucoup de choses qu'on a inventées depuis des décennies ne changent pas l'espérance de vie. D'accord. C'est les produits de base qui changent l'espérance de vie et qui l'ont changé de manière significative. Et ce que vous pouvez gagner par les nouvelles thérapeutiques ou les nouveaux trucs, c'est tellement marginal qu'on ne verra pas changer l'espérance de vie. Voilà, je vous conseille de lire ça, comme ça vous secouera encore un peu plus, parce que c'est pire que j'ai raconté là-dedans. Voilà.